Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler de cinéma coréen, ce qui n'est pas une nouveauté sur la chaîne, mais pour la première fois, un film ancien venu de ce pays, sorti en 1960, intitulé La Servante, ou en version originale Hanyo, réalisé par Kim Ki-young, dont c'est le deuxième travail derrière la caméra, évidemment, ici probablement son long métrage le plus connu. Au casting, dans les rôles principaux, nous avons une actrice et un acteur, qu'on va citer, qui n'ont plus tourné depuis les années 60, enfin, à 64 je crois, les deux ont arrêté leur carrière. L'une est toujours en vie, celle qui joue la servante d'ailleurs, Lee Eun-shim, elle a vécu au Brésil depuis, elle a failli tourner dans un remake de ce film des années 2010, mais bon, elle n'a pas pu. Tandis que le père, le professeur de piano, le maître de la maison, est interprété par Kim Jin-kyu. Le seul qui a continué sa carrière, là, visiblement, du moins dans des films marquants, c'est celui qui joue le fils tout jeune, là, Han Sung-ki, voilà, qui, je crois, encore est actif à plus de 70 ans. 1960, donc, voilà qui est intéressant. Pour un film d'aspect horrifique, j'ouvre ici indirectement un petit peu un cycle de vidéos Halloween. Alors, ce ne sera pas pour tous les jours, mais plus on s'approche du 31, plus je vais parler de ce style plus ou moins horrifique sous toutes ses formes. 1960, c'est quand même l'année où est sorti Psychose d'Hitchcock, Le Voyeur de Powell, Les Yeux sans visage en France, pour ne citer que cela, comme s'il y avait une envie charnière de faire peur, et souvent dans des lieux clos, en principal, même si d'abord ça ne se résume pas que dans des intérieurs. Ici, par contre, clairement, La Servante, c'est donc une sorte de conte réaliste, un petit peu gothique dans sa tendance, racontant l'histoire d'une jeune servante qui va s'infiltrer et s'insinuer dans la vie d'une famille assez classe moyenne bourgeoise. Et plus on va avancer dans le film, plus ça va déraper. Voilà, ça c'est vraiment un petit peu le synopsis de base. Vous voyez, quelqu'un d'étranger qui vient casser le modèle familial. Pasolini le reprendra 8 ans après dans Théorème. Pour un film coréen quand même sorti dans une année importante aussi géopolitiquement parlant, il se remettait à peine dans ce pays de la guerre de Corée, et c'est un an avant un coup d'État qui mènera à une dictature. Bon, c'était orageux, un petit peu à l'image de l'atmosphère présentée ici. Et donc, on va suivre ce qui va se passer. Ce professeur de piano, là, qui donne des cours, soit particuliers, soit dans une entreprise, qui va avoir affaire aux femmes, au sens large, alors que son épouse, elle, est vraiment à fond dans la maison, en train de coudre. Elle ne peut jamais se reposer, même qu'elle fait un malaise, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a besoin d'une servante. À préciser que cette famille vient d'aménager dans une maison plus grande, voilà, qu'on doit préparer un petit peu, et c'est pour ça que l'épouse a besoin d'aide. Tandis que le fils, bon, bah, il est jeune, il est espiègle. La fille aînée, elle est un peu infirme. Ça marque quelque chose déjà. Et donc on va suivre cette servante qui est assez spéciale sur le papier. On ne sait pas trop d'où elle vient, on ne sait pas trop ses intentions non plus, ce qui peut être aussi l'un des soucis du film, ou pas, parce que ça fait partie aussi de ce genre-là qui fait peur. On n'a pas trop toujours voilà, les tenants et les aboutissants de tout, et c'est bien aussi. Évidemment, c'est un film qui met à mal la bourgeoisie, qui va essayer de la démanteler. Après, le point de vue global est un petit peu plus impalpable. C'est vrai que c'est un film qui veut taper fort, qui veut marquer aussi pas mal de choses, avec un côté révolutionnaire dans la mise en place et dans le choc proposé, même corporellement par moments. C'est un film qui a besoin d'exprimer une forme de colère, une forme de frustration. Je pense que ça a un rapport avec le contexte historique de l'époque. Et il est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de ce cinéma coréen d'antan, que je découvre pleinement là, et un film matriciel pour Bong Joon-ho et son Parasite. Dès l'introduction, on a ça, un plan sur une famille avec l'orage dehors, et on comprend avec donc cette servante qui va débarquer, il va y avoir des jeux de convoitise peut-être. Évidemment, Bong Joon-ho ne s'est jamais caché de cette influence-là, de ce côté un peu sombre là qu'il a développé autrement et modernisé socialement, mais l'idée reste la même. C'est vraiment un potentiel grand film. Je vois beaucoup de choses qui m'ont plu là-dedans. C'est assez osé pour l'époque et pour le pays, je pense.
Ça aussi, c'est passionnant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films osés hein, en 1960. Masque du démon aussi, Le Bava, enfin, des choses qui veulent bouger aussi les lignes. Même si, évidemment, le cinéma horrifique, déjà avant, hein, sur plusieurs courants et plusieurs décennies, avait frappé les esprits. Et l'intérêt ici, c'est de voir aussi comment on recontextualise et comment on replace l'histoire. Parce que, frontalement, on peut y voir quand même aussi des femmes qui subissent, mais qui veulent aussi faire du mal. On pourrait songer à placer cela dans une lecture misogyne de la part du metteur en scène, qui, je pense, est lui-même au scénario. C'est le cas, mais attention, c'est un contexte asiatique, c'est 1960, et je pense qu'il faut voir plus loin. Même si il y a quand même une histoire là où on se demande qui est vraiment la victime, on peut, nous, essayer de voir cela comme on le sent, mais la mise en scène nous laisse, nous, à l'interprétation. Quand bien même il y a un final particulier sur lequel je reviendrai, qui est assez étonnant, qui renvoie au conte, presque à l'aspect théâtral de ce huis clos, de cette unité de lieu, pas de temps, parce que justement le temps, lui, on joue beaucoup dessus. Parce que ça se passe, allez, à 80%, 85% du temps dans cette maison, et on sent que c'est oppressant. C'est-à-dire qu'elle est censée être plus grande, là où ils sont, mais quand bien même, hein, on n'a jamais l'idée de grandeur, là. C'est plutôt l'enfermement qui va prévaloir, et ce jeu d'une pièce à l'autre qui va permettre aussi certains regards et certaines choses qui vont se passer. C'est vrai que là-dessus, il y a une mise en scène très sur la scène, quoi. Hein. Quand je parlais de théâtre, c'est vraiment dans cette idée. Et beaucoup de jeux sur les cadres. Tiens, pour celles et ceux qui sont fans des surcadrages, on en a plein à travers la fenêtre. Le film s'ouvre ainsi, d'ailleurs. Il pleut dehors, on se rapproche. Ça joue aussi sur la perspective, bien sûr, jusque donc sur la dernière réplique. Et après, on a le jeu très flippant, notamment donc de cette servante, qui, dès qu'elle est, elle est introduite sans être introduite d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant, dans la cuisine avec la mort au rat. Il y a cette idée de rat, parce que bah, c'est une maison qu'ils viennent de rénover, ils viennent de s'y installer. Il y a encore des rats dedans. Et donc il y a de la mort au rat dans le placard de la cuisine, et cette idée que là, directement, hein, presque in medias res, la servante nous est présentée, assez fascinée peut-être par la bestiole, elle tripote le rat, elle le tue. Voilà, elle est déjà en contact avec ce qui représente la vermine des bas-fonds, comme si elle venait de là. C'est pour ça que le regard, bon, potentiellement révolutionnaire, qui viendrait mettre à mal, saccager le domaine familial, et que le réalisateur ait envie d'apporter ce point de vue, c'est pas sûr, pas sûr. Je pense qu'il y a vraiment une volonté d'être nuancé là-dessus, et surtout de prendre un recul, en tant qu'entomologiste du cinéma, je pense qu'il était plutôt dans cette idée-là, pour après laisser le spectateur, voilà, peut-être avoir peur ou se poser des questions sur ce qu'il peut ressentir. Notamment l'homme bourgeois, classe moyenne coréen, il est, je pense, visé aussi dans ce film. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant aussi cette introduction, avant donc la servante, où on voit cette famille qui parle donc, de ce qui s'est passé, un fait divers, où apparemment une servante a été maltraitée par un autre homme et tout. Il y a comme une sorte de prolepse, c'est prémonitoire, et cette scène-là, bizarrement, au début, on n'a pas l'intuition de savoir où elle se situe temporellement, on comprend que par la suite, et surtout à la fin, c'est ça qui est assez fort. Bon, après, sur le déroulé, c'est très classique. Rajouter à cela, donc, en tant que professeur de piano, il y a ces jeunes filles, ces jeunes ouvrières, surtout, qui sont, oh mon Dieu, en pamoison dans la beauté de ce gars, surtout la beauté peut-être de la convoitise de gars qui a un rang social supérieur. Il y a quand même quelque chose là-dessus, une amourette qui est impossible, donc derrière, un drame absolu, qui fait que ce professeur, donc, lui-même se sent responsable, ou est indirectement responsable, pas par acte direct, mais par le fait d'être dans cette classe sociale-là. C'est presque une forme de fatalité. À un moment, la Corée doit aussi se regarder en face, mais pas que la Corée, beaucoup de pays, hein, de toute façon, et voir, quand on est dans une classe dominante, on a cette domination-là sur les autres, malgré nous. Là, c'est présenté presque comme une forme de malédiction, mais il y a une forme de responsabilité à prendre aussi, et on le voit, le gars, il est lâche. Le père de famille, là-dessus, il botte en touche, au lieu de prendre en main les choses. Ainsi donc, cette servante qui vient là, c'est comme si c'était le destin qui venait le punir. Un petit côté, c'est là, on a cette ambiance quasi gothique. Ce n'est pas une sorcière pour autant, bien sûr, même si à un moment, il y a l'épouse,
la pauvre épouse quand même dans le film, qui fait un cauchemar dans la nuit où elle voit des rats à tête humaine. Ce qui va rappeler d'ailleurs une nouvelle de Lovecraft, La Maison de la Sorcière, avec le personnage de Brown Jenkins, là, un rat un peu anthropomorphe. J'ai pensé à ça, je sais pas s'il y a une référence directe, mais pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. L'aspect gothique Lovecraftien, allez, on pourrait l'avoir là, si on veut, un petit peu. Ou Edgar Allan Poe-esque à la rigueur plutôt, je dirais. Mais bon, il y a cette idée-là que peut-être que la servante, elle est ici qualifiée indirectement de rat à tête humaine, et à un moment, elle va être face à la mort au rat, qu'est-ce qu'elle va en faire? On voit que c'est un fusil de Tchekhov absolu, ceci. Bon, les enfants, l'épouse, évidemment, il y en a certains qui vont prendre cher, plus ou moins psychologiquement ou physiquement, déjà que la fille aînée est touchée dans sa chair, dans son corps. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, apparemment c'est une maladie, il faut qu'elle fasse des efforts. Il y a aussi cette idée là, allez, si tu fais des efforts, hein, tu vas pouvoir t'en sortir. Un petit peu à l'image de cet écureuil qui a acheté, qui vient faire peut-être la contrepartie du rat dans une cage et qui fait des efforts. C'est pas un hamster, mais vous voyez l'idée. Et ben nos personnages là, ce sont comme des écureuils dans une cage dans cette maison qui est à la fois trop grande et trop petite pour eux. Il y a cette idée extraordinaire sur le jeu de l'installation scénique là-dessus, sur les décors, c'est formidable comme film. Et comment on joue là-dessus, sur les pièces aussi. À un moment, il y a l'observation, là, quand il y a une autre fille qui vient prendre des cours particuliers, qui visiblement, elle aussi est attirée par le prof, t'as la servante dehors qui a une forme de convoitise et qui va utiliser ceci, alors qu'il y a l'orage dehors, qui la trempe, donc après elle va retrouver son maître, et se mettre presque à nu parce qu'elle vient d'être trempée, mais il y a une idée derrière, après là, c'est là, le verre est dans le fruit, et ça ne cesse après de continuer à se dégrader, à descendre dans la psychologie dure, d'un long métrage qui est quand même assez... il y a une forme de côté sordide derrière, presque un côté Roméo et Juliette maintenant aussi, que j'y pense, bon, spoiler. On parle de ça parce qu'à la fin les deux vont s'empoisonner, parce que finalement, hein, alors il y a tout un délire avant, c'est peut-être surécrit sur certains points, mais ça renforce quand même le pathos global, mais un pathos dur, hein, c'est pas un pathos... Il y a un côté mélodrame quand même, il y a un côté mélodrame et c'est intéressant, ça. On voit peut-être les influences d'un cinéma américain là, à ce niveau, cette idée que cette servante, à un moment, va être enceinte, ok, bon. On peut essayer de comprendre des choses là-dessus. Et qu'elle va perdre son enfant, elle va en développer une jalousie envers l'épouse qui, elle aussi, attend un enfant. Alors l'enfant va naître, mais c'est le petit, déjà, qui a 8 ans, qui va trinquer, qui va finir par... Il va mourir dans les escaliers, en croyant qu'il était empoisonné par la servante à la mort au rat. Mais pas du tout, elle joue là-dessus, pour finalement, après s'empoisonner elle et empoisonner le mari, ils vont mourir comme des amants maudits, c'est du contre Roméo et Juliette, mais c'est surtout qu'ils se sacrifient, parce que de toute façon, dans cette lâcheté absolue, finalement, ils décident de se suicider avec elle. Hein. L'épouse va être seule, il y a la fille aussi, mais l'épouse, qui n'a eu de cesse pendant le film de souffrir à la tâche, tout le temps. Même avec la servante, elle reprend le boulot, je crois, de couturière, parce qu'il y a cette idée de arriver, il y a l'écureuil, il y a la télé qui débarque aussi. Voilà, l'empoisonnement capitaliste occidental, il est là, on le voit dans certains films coréens plus tard, mais aussi dans des films japonais de l'époque, c'est intéressant parce que l'Asie aussi s'est modernisée et a utilisé des tropes, donc ici la télé, on peut parler de l'Amérique finalement, une télé dans les années 60 dans un foyer coréen, c'était quand même assez... ils étaient quand même très haut placés dans la société. Peut-être plus que la classe moyenne à ce niveau-là, mais bon. Ou alors, ils veulent vraiment prétendre. Et derrière, cette servante extraordinaire, l'actrice, qui elle-même a décidé d'arrêter sa carrière 4 ans après en disant qu'elle n'était pas faite pour ça, qu'elle se trouvait pas forcément bien. Mais si, elle est très forte là-dedans. Il y a ce côté tragédie, donc je parlais de théâtre, oui, Roméo et Juliette, ambiance tragédie grecque aussi. Et c'est pour ça qu'on joue bien sur les décors. J'imaginerais très bien ce film remis en scène en version théâtre. Ça a peut-être été fait d'ailleurs. Je sais que le réalisateur lui-même en a fait lui-même certains remakes ou relectures. Il y a eu ce remake dans les années 2010, si je ne me trompe pas, 2000 ou 2010, que je n'ai pas vu forcément, mais qui a eu sa petite popularité. C'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma coréen, bien sûr, et en plus influencé certains réalisateurs que l'on connaît très bien aujourd'hui. Donc il y a ce très 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 forcé peut-être dans un certain pathos, mais là aussi, alors moi j'ai vu une version restaurée dans les années 2000, fin 2000, début 2010, je sais plus. Il y a certaines scènes qui ne le sont pas remasterisées. On voit qu'il y a des scènes qui sont... Ou alors c'est vraiment un parti pris de la part du réalisateur, qui sont moins, en tout cas, modernes dans l'image que les versions où on sait qu'il y a eu un retravail. Et ça renforce même l'idée. Par exemple, quand le gamin tombe dans les escaliers, à un moment, on a l'impression que c'est la version de pellicule de base, quoi. Et il y a une version accélérée, presque film muet, qui renforce presque le côté
puissant et violent de la situation. Et voilà, c'est un film qui prend quand même au trip. À un moment, quand on se découvre que celle qui était amoureuse au début, qui a été dégagée à cause du prof, c'est là où je parlais qu'il était lâche. Hein. Il est lâche parce que il y a une histoire voilà, où elle est amoureuse de lui, bon, bah, ça se fait pas, et il ne s'interpose pas, il la laisse être mise à pied, et derrière, elle va garder cette tragédie en elle, et elle va se suicider. Il est donc responsable de cela. Donc lui aussi, il a cette forme de culpabilité, même s'il est présenté aussi comme une victime. C'est pour ça que je parlais de dualité, et on ne sait pas trop quel est le message derrière. Et arrive la fin qui renvoie au début. Il y a un cercle, le film fait une boucle qui enferme encore plus du coup cette famille et les personnages, déjà enfermés un peu dans cette idée-là, enfermement dans ce cocon capitalisto-bourgeois qui va les mener à leur perte, et en fait le début du film, on se rend compte que c'est déjà un moment où la servante est là. Voilà, la chemise à carreaux du père ne trompe pas. Et on revient à cette scène-là, qui est presque continuée par la dernière scène du film, donc le père est vivant, alors qu'on vient de le voir mourir hein, dans les bras de sa femme, parce qu'il a voulu mourir quand même dans les bras de sa femme après le suicide à la mort en rat, alors que la servante, elle gît dans les escaliers, là, oui, là c'est très Edgar Allan Poe, hein, quand même, on peut le dire. Hein. Ouais, on revient à la fin, et t'as une idée de truc là, bizarre, hein, comme quoi les hommes seraient victimes de leur pulsion en vieillissant vers les jeunes femmes. C'est comme si ça voulait expliquer, ou même pardonner, donner, on va dire, une caution peut-être à l'homme quadra, quinca, que sais-je. C'est très très étrange comme truc final, d'autant plus que ça finit presque en côté ironico-comique, où il fait un clin d'œil en disant « Et vous les hommes, là, hein, vous savez de quoi je parle ?» Je ne sais pas. J'ai été perturbé par ce final, qui donc, voilà, hein, brise le quatrième mur directement, comme s'il y avait une morale derrière, mais quelle est la morale hein? À vous de combattre vos pulsions, ou attention, vous allez tous être potentiellement victimes comme moi, ou être coupables comme moi, du coup, plutôt. Bref, très étrange comme final, j'ai hâte d'avoir votre interprétation dessus, parce que j'ai absolument rien lu sur le film et tout, hein, donc là je fais vraiment cette vidéo à chaud, avec mon ressenti et ma propre analyse très personnelle, et très en vrac, comme souvent dans un procédé critique. Bref, je ferme la zone spoiler. Film coréen intense, ça c'est sûr, qui est à la fois cristallisé dans son époque et dans certaines influences préalables, et qui va évidemment beaucoup apporter ensuite à d'autres cinéastes, bien sûr, hein, comme je l'ai évoqué, de ce certain Bong Joon-ho, mais peut-être pas que. Un film à voir, et peut-être aussi à découvrir, on va revoir comme vous voulez, sur cette période halloweenienne, au moment où cette vidéo est publiée, je sais pas, moi j'ai toujours de l'avance là, mais vous devez déjà, à mon avis, être en train d'être gavé par envie, évidemment, de films horrifiques dans tout genre, tout fantastico, psychologique, parce que finalement, quand on dit le genre horrifique, hein, ça recouvre plein de choses, ça c'est sûr. Il n'y a pas que un style de film d'horreur, sinon hein, ce serait triste. Donc La Servante, je suis bien content de l'avoir vu quand même. Alors, je peux avoir quelques bémols peut-être parce que je ne sais pas trop, et ça me perturbe quand je vois dans le message comme ça, mais c'est pas grave, c'est très bien. D'ailleurs, ça permet aussi de questionner les choses, mais ce qui est certain, c'est que c'est maîtrisé de bout à bout sur ce qu'il a voulu mettre en place comme ambiance. Donc ouais, sur le côté gothico-horrifico-psychologique, ça se porte là, et ça va en crescendo en plus. Donc c'est fait pour cette période de l'année. À vous la parole en commentaire, on n'hésite pas à partager hein, ces moments de cinéma où je parle de films beaucoup plus underground, évidemment, des vidéos qui sont beaucoup moins vues, beaucoup moins commentées que d'autres, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche un petit peu de tout cela, ça me fait même très plaisir de déterrer certains films dont personne n'a peut-être parlé, alors ça, j'ai pas vérifié non plus, hein, sur le YouTube français. Peut-être que là, je pense que si je cherche après, je trouverai des gens qui en parlent, j'espère en tout cas. Allez, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.